Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la promesse d'Emmanuel Macron de baisser de 5 milliards d'euros l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes. Mais concrètement, justement, qui va en bénéficier et comment cette mesure sera-t-elle financée? D'autres impôts vont-ils augmenter? On va en débattre avec Catherine Fabre, qui est la députée justement de La République En Marche de Gironde, et Patrick Mérian, qui est secrétaire départemental de Solidaires Finances Publiques. Alors expliquez-nous, Catherine Fabre, parce que c'est la question que se pose tout le monde, quelles sont les tranches, quelles sont les populations qui vont bénéficier de cette baisse d'impôt sur le revenu? Alors, cette baisse d'impôt, elle se veut à destination des classes moyennes, tout d'abord. Donc, classe moyenne, c'est-à-dire qu'elle va peser sur la première et la deuxième tranche de l'impôt sur les revenus, donc jusqu'à environ 70 000 euros de revenus annuels pour un foyer. Donc, ça concerne 15 millions de foyers. Qui auront entre 350 euros de baisse d'impôt pour ceux qui sont en deçà de 30 000 euros annuels de revenus, jusqu'à 180 euros pour ceux qui sont dans la deuxième tranche d'impôt sur les revenus. Donc, globalement, ça concerne 95% des Français. C'est une baisse d'impôt qui concerne l'ensemble de la classe moyenne. Et ce sera effectif à partir de quand? Alors, ça sera voté au projet de loi de finances 2020, donc pour l'année prochaine. D'accord. Alors, Patrick Mérian, justement, sur ces baisses d'impôts sur le revenu, est-ce que vous pensez que ça va être perceptible sur le pouvoir d'achat des ménages? Parce que quand on dit 5 milliards, ça paraît effectivement énorme vis-à-vis des classes moyennes. Oui, 5 milliards, c'est effectivement une grosse somme. On doit quand même constater qu'on s'intéresse beaucoup au pouvoir d'achat en période électorale, donc ça c'est un premier point. Deuxièmement, C'est pas baisse de nouveau. pouvoir. Non, c'est pas nouveau, c'est certain. On s'y intéresse beaucoup, mais vous savez que les Français en général sont pas dupes. On sait très bien que ce qu'on leur donne d'un côté, on risque de leur reprendre de l'autre. Ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel on rentrera dans le détail tout à l'heure. Je vous entendais dire que ça concernerait 95% des Français. Non, ça va concerner 95% des Français qui payent l'impôt sur le revenu. Seulement 48% des Français payent l'impôt sur le revenu. Donc tous les Français ne seront pas concernés. Première inégalité dans ce dispositif. Deuxièmement, je pense qu'il faut tenir compte du fait que les Français sont plus en attente d'une véritable réforme fiscale, comme on leur a promis depuis plusieurs gouvernements, et on ne voit que des petites mesurettes en fait mises bout à bout. Et le pouvoir d'achat va peut-être s'en ressortir par rapport à quelques centaines d'euros, mais est-ce que ça suffira à compenser la façon dont ce sera financé? On pense probablement que les Français vont devoir financer eux-mêmes ces baisses, en fait. On évoque déjà l'allongement de la durée de travail. Clairement, partir plus tard à la retraite pour financer ces mesures. Peut-être aussi voir une baisse des dépenses publiques. Jamais on ne détaille ce que ça veut dire. Baisse des dépenses publiques, ça veut dire quoi? Combien de professeurs en moins? Combien d'infirmières? On supprime dans mon ministère 40 000 emplois depuis 2002. On a moins d'agents. Moins d'agents pour accueillir les contribuables à l'accueil, on ferme des services à tour de bras. Ce qui fait qu'on a du mal justement à répondre aujourd'hui aux sollicitations du grand public, qui a du mal à faire sa déclaration d'impôt, surtout qu'elle est aujourd'hui numérique, donc qui appelle le service des impôts en permanence. Et vous n'avez pas les effectifs en face, quoi. Alors, on n'a pas les effectifs en face suffisants, en tout cas, pour assurer un service d'accueil de proximité et de qualité. Et en fait, l'accent est mis sur la numérisation, sur la dématérialisation. On oublie un peu vite les 20% de Français qui n'ont pas accès à Internet ou mal accès à Internet. Et aujourd'hui, on va fermer les 3/4 de nos services de proximité, supprimer encore massivement des emplois pour arriver à un service public low cost. Alors, faire quelques cadeaux de quelques centaines d'euros pour une année au prix de peut-être travailler plus tard et devoir financer soi-même ces réformes, le calcul est certainement très mauvais. Oui. Alors Catherine Fabre, justement, c'est l'une des questions fondamentales sur cette baisse d'impôt. Comment on va la financer? Puisqu'aujourd'hui, c'est le grand flou. Est-ce que ça va être justement financé par un allongement de la durée du travail? Est-ce qu'on va augmenter, par exemple, la TVA? Ça, c'est pas forcément le cas. Mais voilà, comment on va la financer concrètement? Alors, je voudrais d'abord revenir sur le 95% des Français. Vous faites bien de me corriger. Effectivement, ça concerne les gens qui paient l'impôt sur le revenu. Je souhaitais quand même souligner qu'à côté de cette baisse d'impôt de 5 milliards, il y a également eu une redistribution de pouvoir d'achat pour les personnes qui sont sûrement plus précaires et les travailleurs pauvres, comme on dit généralement, de 10 milliards en décembre. Il y a eu un certain nombre d'annonces annoncées en décembre sur notamment la prime d'activité qui, en moyenne, concerne
les personnes qui sont au SMIC, à 1 500 € ou même à 2 000 € pour les familles monoparentales et qui représentent 100 € par mois. Donc, c'est pas rien. Un effort substantiel a été fait justement vers les classes peut-être les plus modestes, les gens qui travaillent et qui ont du mal à finir les fins de mois. Et effectivement, il faut maintenir cet effort parce que je vous suis totalement. Il est important que qu'on puisse vivre de son travail et qu'on puisse en vivre décemment. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va faire ou pas un tour de passe-passe comme souvent les contribuables justement ont eu cette impression-là sur les précédentes baisses d'impôts. Donc comment on va financer aujourd'hui? Alors la première chose, et je pense que ça on ne peut pas nous faire de faux procès par rapport à ça, il est hors de question de faire peser le coût de ces dépenses sur les générations futures. Ça c'est très très clair. Je pense qu'on est responsable par rapport à la dette et par rapport au déficit public. Depuis 2006, on n'a jamais eu de déficit public aussi faible qu'en 2018, la 2,5%. On a réussi à stabiliser la dette et on compte vraiment continuer l'effort. Donc comment est-ce qu'on s'y prend? Monsieur parlait de travailler plus longtemps. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, on est le seul pays où on rentre aussi tard dans le marché de l'emploi et où on en sort aussi tôt. Alors souvent parce que les personnes subissent cette sortie, on a du mal à garder en emploi les personnes qui ont 50 ans ou 55 ans ou 60 ans. Et c'est vrai qu'un de nos gros leviers d'action, c'est la politique de l'emploi, faire en sorte qu'il y ait de l'emploi pour tout le monde. Donc tout simplement, c'est moins être obligé de travailler jusqu'à 70 ans pour tout le monde que réussir à faire en sorte que chacun trouve un travail. C'est plutôt ça, travailler plus longtemps aujourd'hui en France. C'est ça l'enjeu. Et concrètement, donc du coup, on financerait comment alors cette baisse d'impôts? Alors, plusieurs leviers. Un premier levier qui a été donné en essayant de travailler sur les niches fiscales qui concernent les entreprises. Donc, un tiers de ces économies serait à chercher de ce côté-là. Un deuxième tiers, effectivement, concernant la réduction des dépenses publiques. Alors, qui dit réduction des dépenses publiques ne dit pas forcément, et surtout pas moins de profs, moins de personnes dans la justice ou moins de personnes dans la sécurité. C'est plutôt l'inverse. On a voté plus de moyens sur l'éducation, beaucoup plus de moyens sur la justice, plus de moyens sur la sécurité. Et ça, c'est vraiment des choix qui sont clairs. Donc, il faut voir au niveau de la fonction publique, essayer de mettre plus de personnes sur le terrain et peut-être moins de personnes en back-office, puisque, effectivement, on a de nouveaux moyens numériques. Vous en parliez, et c'est vrai qu'on essaie d'utiliser ces moyens numériques pour, justement, transformer l'action publique, la rendre plus efficace. Et donc, ça suppose qu'il y ait peut-être besoin de moins de personnes. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, sur des aides sociales, on a des très faibles recours. Par exemple, sur le RSA, 30% seulement des personnes qui ont droit au RSA y ont effectivement recours. Et demain, avec justement ces moyens numériques, on a les moyens d'automatiser le recours à une aide sociale. Et donc, c'est vrai que ça suppose peut-être qu'il y ait moins de personnes en back-office, mais qu'il y ait plus d'efficacité de l'action publique, puisque ces versements seront faits de manière automatique. Et notamment le prélèvement à la source, puisque vous parliez de l'administration fiscale, le prélèvement à la source, c'est vrai que c'est un moyen d'automatiser aussi le calcul de l'impôt et le prélèvement de l'impôt, qui permet une réorganisation du service, qui permet qu'il y ait moins peut-être d'effectifs, que l'effectif soit redistribué justement en faveur des 20% dont vous parliez de Français qui ont besoin d'un accompagnement. Et je pense que l'enjeu, il est là. Il est dans le fait de utiliser le numérique pour majoritairement traiter les problèmes et pour redéployer les ressources humaines et les personnes vers l'accompagnement des personnes qui en ont besoin, plus en proximité. C'est tout ce qu'on essaie de faire dans la politique qu'on mène. Patrick Mérian, est-ce que vous y croyez justement au fait qu'on puisse, à qualité égale de service public, faire moins de dépenses grâce au numérique ? Non, non. Le numérique correspond forcément à une attente d'une partie des Français, mais pas de la majorité. La fiscalité, c'est un domaine qui est très complexe, qui demande un accès aux services publics avec une compétence, une qualité, une proximité. Et ce qui se prépare, c'est tout l'inverse. Sur une trentaine de trésoreries en Gironde, demain subsisteront peut-être 3 trésoreries. 3/4 des services de proximité vont être fermés pour soi-disant redévelopper, redéployer les effectifs. Mais qui peut croire ça? C'est faux. On ne peut pas remplacer des services avec une proximité et des agents des finances publiques qui sont présents toute l'année par quelques collègues qui seront ponctuellement dans ces points de contact une fois ou 2 par semaine ou moins.
Enfin, personne ne peut croire ça. Les Français vous en parleront très rapidement, à mon avis. C'est un faux problème, c'est certain. Vous parliez du RSA tout à l'heure. C'est vrai que 30% des Français qui auraient droit n'y ont pas accès, mais c'est pas par le numérique que vous arriverez à les joindre. C'est parce qu'ils n'ont pas connaissance des dispositifs. Et c'est plutôt pour cette raison. C'est pour ça qu'il faut un service public de qualité et de proximité. En contrepartie des impôts, on doit avoir un service public, une accessibilité, une compétence. Or, c'est tout l'inverse qui se prépare. On est en train de préparer un service public low cost. Et le gouvernement sera comptable, c'est certain. D'ailleurs, Emmanuel Macron a indiqué qu'il souhaitait justement revenir sur cette annonce de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires d'ici la fin du mandat. C'est-à-dire qu'il est conscient que ça pose quand même des soucis. Oui, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, l'enjeu, c'est pas la réduction du nombre de fonctionnaires. Moi, je vous le dis très clairement et très tranquillement. On n'est pas là sur un objectif. Ma vision, c'est d'enlever 120 000 fonctionnaires. Pas du tout. La vision, c'est de transformer le service public, justement, pour répondre aux nouveaux défis. Et pour moi, les nouveaux défis, c'est le fait que les gens qui aient droit théoriquement à une aide y aient effectivement recours. C'est pas 30% des gens qui n'y ont pas accès, c'est 30% des bénéficiaires du RSA qui y ont accès. Ça veut dire qu'il y en a 70% qui n'y ont pas accès. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est quand même énorme. Et à l'inverse, on s'aperçoit que quand on automatise des dispositifs, finalement, le recours, il est assez massif. Sur la prime d'activité, le recours, il est de 80%. C'est énorme. C'est un énorme recours. Là, on voit qu'on est performant sur ça. Quand on voit aussi la mise en place du prélèvement à la source, pour moi, c'est une énorme réussite. Il n'y a pas eu de bug particulier. On a vu que ça s'est bien passé. Ça a été globalement très bien accepté par les Français. Et bien sûr que ici ou là, ça pose des problèmes. Mais c'est justement ça le défi qu'on a relevé. C'est justement de redéployer le service au plus près des personnes. Et pour faire ça, il faut que la logique globale et que le back-office, c'est-à-dire que toute finalement l'organisation arrière puisse être beaucoup plus automatisée pour justement permettre de mettre des ressources sur le terrain au plus près des Français. Et ça, je pense qu'on est sur la bonne direction quand on va par là. Du prélèvement à la source, justement, Patrick Meurien. Ce genre de dispositif comme le prélèvement à la source, effectivement, on ne peut pas constater d'accidents majeurs industriels par rapport au logiciel. Effectivement, ça, je peux que vous rejoindre là-dessus, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, les Français vous en parleront quand, à la fin de l'année, pour ceux qui auront connu 3 taux dans l'année, devront venir chercher un renseignement, recalculer leur impôt, recalculer ce qu'ils ont versé en trop, pas assez. Quand vous allez verser trop, par exemple, il faudra près de 18 mois pour obtenir le remboursement de ce que vous aurez versé en trop. Vous avez vu le dispositif des réductions d'impôts aussi, en touchant une partie en début d'année et l'autre partie en fin d'année. Enfin, c'est une usine à gaz phénoménale, alors que ça fonctionnait très bien avant. On arrivait à recouvrer 98% de l'impôt sur le revenu. Est-ce qu'on va arriver au même résultat avec le prélèvement à la source? On en doute fort. Et le prélèvement à la source, c'est juste un changement du mode de collecte de l'impôt. Ça n'empêche pas de continuer à déclarer par le biais de sa déclaration annuelle et de prendre en compte les revenus différents et annexes de la même façon qu'avant. Donc il n'y a pas de gain phénoménal. Pour nous, c'est vraiment un prétexte à supprimer des emplois, à réduire budgétairement le poids de la dépense publique, et c'est tout. Quand on voit la complexité aujourd'hui du système fiscal et l'ensemble des niches fiscales en France, la vraie question qui se pose, c'est pourquoi on ne fait pas une grande réforme, justement, plutôt que faire des mini-réformes à chaque fois? Je pense qu'il y a deux choses. Là, en ce moment, il y a une urgence. Il y a une urgence de pouvoir d'achat que les Français ont su nous rappeler avec beaucoup d'énergie depuis quelques mois, hein, je vous rappelle. Donc, c'est vrai que là, les mesures qui sont annoncées sont des mesures en réponse à cette attente forte en termes de pouvoir d'achat. Mais je suis d'accord avec vous que le système aujourd'hui fiscal est globalement très peu lisible. Beaucoup ne comprennent pas exactement comment ça se passe. Injuste parce que le dernier pourcent de Français qui gagnent le plus, finalement, on s'aperçoit que ce ne sont pas forcément eux qui contribuent le plus proportionnellement à leurs revenus. Donc là, il y a des questions d'évasion fiscale qu'il faut traiter. Et bien sûr, il va falloir s'atteler à ça de manière forte. On a déjà essayé de lutter contre l'évasion fiscale en revenant sur le verrou de Bercy, mais il y a encore beaucoup à faire. Et d'ailleurs, la Cour des comptes est en train de faire un travail de fond justement pour arriver à trouver des solutions par rapport à ça. Sachant que c'est là où sont les vraies économies, mais le problème est international. Le problème est international. Le problème, ce sont des capitaux très mobiles et que donc il faut réussir à trouver des moyens efficaces pour arriver à faire revenir ces revenus-là et ces taxations-là. Ça, c'est très clair. Mais c'est vrai moyens, on ira les chercher. Il faut s'y attacher. On est bien convaincu qu'il faut s'y attacher, bien sûr. Et alors, sur la clarification de l'impôt, moi, je suis totalement. Je l'appelle également de mes
mes voeux. Je pense que ça sera suivi là, dans la durée du mandat. J'espère qu'on aura le temps de le mettre en place. Et je pense que c'est programmé. Mais c'est absolument nécessaire parce qu'il n'y a pas d'adhésion à l'impôt si les gens ne comprennent pas la justice de l'impôt et si on ne travaille pas plus à la justice de l'impôt. Je vous suis totalement sur ça. Qu'est-ce que vous prenez, Patrick Mérian, rapidement? La lutte contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale, bien sûr. C'est 80 à 100 milliards de fraude fiscale par an en France. C'est mon syndicat qui a estimé ce chiffre. On ne nous donne pas les moyens suffisants pour aller les chercher. On ne demande pas mieux que de le faire, mais on ne nous donne pas suffisamment les moyens. Vous parliez aussi, pendant qu'on en est dans les grandes masses, les niches fiscales, c'est 457 niches fiscales en France qui représentent un coût de 100 milliards. Vous voyez, un petit peu les masses sont importantes. Le gouvernement va effectivement peut-être revenir sur certaines aides, certaines niches fiscales liées aux entreprises. Le CICE dont on parle tant, apparemment, il n'est pas question d'y toucher. C'est quand même 20 milliards d'euros par an. Même si ce CICE disparaît au profit d'un allègement des charges des cotisations patronales. Donc on transforme une niche fiscale en une niche sociale. Donc c'est pas forcément très intéressant. Le crédit impôt recherche qui coûte 5 milliards d'euros par an. La TVA sur la restauration, 3 milliards d'euros par an. Enfin, pour aligner les chiffres comme ça pendant très longtemps. Tout ce qu'on voit, c'est qu'on ne s'attaque peut-être pas suffisamment à ces grandes masses pour rééquilibrer cet impôt, justement. Ce qui a motivé ce mouvement des Gilets jaunes et plus largement les Français, c'est qu'il n'y a peut-être pas une répartition suffisante de l'effort, une répartition suffisamment équitable. C'est ça le sujet du consentement à l'impôt. C'est pas seulement les taux, les masses. Il faut s'intéresser à la répartition elle-même, à plus de progressivité et que tout le monde contribue à hauteur de ses moyens. Merci beaucoup à tous les deux. C'est un sujet complexe, évidemment, sur lequel on reviendra. À très vite sur TV7.